Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre dans l'affaire d'Ikolo Gate. Le tribunal administratif du littoral annule la déclaration d'utilité publique qui avait abouti à l'expropriation des centaines de familles à Bali. La juridiction juge illégal et non fondé l'acte sur lequel était fondée la destruction des maisons sur ce site devant abriter un luxueux projet hôtelier. Les conséquences juridiques et politiques de ce nouveau rebondissement à suivre dans le 20h. Au lendemain des émeutes de San Melima, des leaders de la société civile bouleversés et choqués par la montée en puissance de la haine tribale au Cameroun, ils dénoncent les faibles politiques publiques en matière de régulation de ce fléau, tout en déplorant l'inertie de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. C'est le grand dossier du 20h. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nouveau rebondissement dans l'affaire d'Ikolo Gate, un an après le vaste scandale foncier ayant abouti au déguerpissement de plus de 200 familles. Le tribunal administratif vient de rendre sa décision portant annulation du décret d'expropriation des victimes des casses, une décision qui marque à la fois une victoire et un questionnement. Que va-t-il devoir donc se passer pour la suite? Nos reporters Séding d'Alassana ont rencontré un expert foncier. Voici le reportage. C'est une nouvelle péripétie dans le feuilleton d'Ikolo Gate. Le tribunal administratif vient de rendre une décision portant annulation du décret d'expropriation qui a vu plusieurs dizaines de familles du village d'Ikolo se retrouver du jour au lendemain à la rue. Pour Georges Syriac Sabeyam, expert des questions foncières, cette décision sonne comme une victoire. Le juge administratif s'est prononcé sur le cas d'Ikolo à notre grande satisfaction parce que c'est une position que nous avons toujours défendue. Nous avons clairement dit dans cette affaire qu'il ne s'est point agi d'une expropriation mais plutôt d'une atteinte à la propriété foncière réprimée par la loi de 80 portant justement portant répression aux atteintes à la propriété foncière. Mais passé le temps des réjouissances, une analyse froide s'impose et des questions se dégagent, notamment une telle décision entraîne-t-elle ipso facto une rétrocession des terres aux populations victimes des casses? Georges Sabeyam nuance. La suite, comment elle va s'entreprendre dans la mesure où la situation initiale chez les victimes n'est plus la même, étant donné que leurs maisons ont été détruites. Comment elles vont donc récupérer cet espace? L'État, face à une décision comme celle-là, a désormais une âme entre les mains, où il faut d'ailleurs qu'il sévisse à l'endroit de ses collaborateurs qui ont commis une telle forfaiture. Et donc nous espérons vivement que cette décision va accélérer le processus du côté de l'État pour que justement les résolutions qui avaient été prises au niveau des différentes sous-commissions soient enfin mises en œuvre. Car selon la loi numéro 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est possible pour les populations de faire pression sur les pouvoirs publics. Justement des éléments nouveaux pour faire pression et elles doivent justement continuer à le faire, notamment à travers les actions de mobilisation, les actions de sensibilisation, à travers justement les différentes interpellations qu'elles ont toujours menées jusqu'ici pour que l'État ne dorme pas dans cette affaire, pour que l'État comprenne qu'il a commis une bavure, ces populations sont à la belle étoile, elles sont sans abri, injustement, illégalement et inhumainement. En gros, c'est une grande victoire. Mais une autre question reste entière. Le pouvoir central de Yaoundé acceptera-t-il de se faire violence et de frapper de la rigueur de la justice tous les administrateurs véreux ayant trempé dans cette sombre affaire? Bien malin qui saurait y répondre.
En San-Mélima, ville du sud Cameroun, étranglée par de récents affrontements sanglants entre deux communautés Boulou et Bamoun, la vie reprend en pointillé. Un calme plat règne depuis ce matin et la sécurité renforcée. L'enquête ouverte permettra de voir un peu plus clair sur les circonstances de ces émeutes qui ont mis en émoi San-Mélima. Roger Takala, Joseph Abenabena reviennent sur ces incidents dans ce reportage. C'est une situation pratiquement incontrôlable ici à San-Mélima, dans le Djaïlobo, région du Sud. Les fils du terroir, dans une manifestation de repli identitaire, s'en prennent aux établissements commerciaux du marché. On parle d'un deal qui aurait mal tourné entre un commerçant ressortissant de l'Ouest et un fils de San-Mélima, entraînant la mort de ce dernier. Bien avant ça, quand le gars a senti que ça, il était touché, il a donné une partie de l'argent au gars, il a remis, remboursé. Ce qui restait 1000 francs, c'est 1000 francs ou 500. Le gars a dit que je lui avais dit de me remettre tout l'argent. S'il veut guérir, il a pris ma parole en légère. La famille a donné le reste d'argent au gars. Le gars a pris l'argent, on lui a demandé donc de faire en sorte que le gars guérisse. Voilà qu'il a essayé à son niveau de tout faire, mais il se faisait tard. Le gars vomissait déjà le sang, il n'a pas pu guérir le gars. Il donnait les remèdes au gars, ça n'allait pas toujours. Il prenait même des nouvelles du gars, ça n'allait pas toujours. Voilà maintenant que il paraît que le gars est mort hier. Boutiques saccagées, coups et blessures. Les autorités et les forces de sécurité venues en renfort des boulevards semblent déborder. En ce moment, le président de la République ne voudrait pas que les gens viennent des discours les uns contre les autres. Et comme je le dis, ce n'est pas ici à San-Mélima que ça doit commencer. Le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, a convoqué dans la foulée une réunion de crise, réitérant devant la foule la prééminence de l'état de droit au Cameroun. Sachez que dans un état de droit, un citoyen, fut-il éprouvé, n'exerce pas de se faire justice lui-même. Nous sommes là, représentant l'état de droit, pour établir les responsabilités. Quelques pistes de solutions ont été explorées pour ramener la paix et la cohésion sociale. Il y a peut-être quelques éléments incontrôlés. Et notre rôle a été d'appeler les chefs de toutes les communautés à contrôler davantage tout leur monde. Si des fois ils sentent qu'il y a quelques éléments qui sont incontrôlés ou incontrôlables, qu'ils donnent cette information aux autorités administratives. La ville de San-Mélima a régulièrement été le théâtre de mouvements à coloration de repli identitaire. Celui-ci arrive justement au moment où le gouvernement de la République s'engage dans la guerre contre le tribalisme et les discours de haine. Et à la lumière de ces incidents de San-Mélima, la société civile, plus qu'inquiète des menaces qui pèsent sur la paix et le vivre ensemble au Cameroun, des voix s'élèvent ou du non au tribalisme et autres replis identitaires, des mots qui fragilisent la cohésion sociale. C'est le fil conducteur d'une rencontre tenue à Yaoundé 2e. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Ville cosmopolite par excellence, Yaoundé 2 présente ici les visages du vivre ensemble. Par ces temps où des menaces à la paix et à l'unité résonnent de toutes parts, malheureusement amplifiées par les réseaux sociaux, devenus le passe-temps favori de certains. En tant que Français footballeur, j'ai quand même fait le tour du Cameroun. J'ai vu comment les autres peuples se comportent. J'encadre plusieurs ethnies dans ma zone de commandement. Dans les discours haineux là, moi, je ne peux pas entrer dans ce cadre-là. Nous avons essayé d'appeler les jeunes à faire preuve de civisme et de discipline quant à l'utilisation des réseaux sociaux, un instrument qui met en difficulté le vivre ensemble. Et nous devons faire bon usage des réseaux sociaux pour que nous puissions davantage magnifier notre vivre ensemble, magnifier la richesse culturelle que l'arrondissement a et que notre pays par ailleurs a aussi.
Des appels se sont multipliés, notamment à l'endroit des jeunes, afin qu'ils n'accordent aucun crédit aux sirènes de la division émises par les ennemis de la paix et de l'unité nationale. L'arrondissement de Yaoundé 2 est un arrondissement très riche culturellement, très riche au niveau de la composition sociologique de nos populations. Nous avons la chance aussi d'avoir des différentes aires culturelles qui sont représentées dans notre arrondissement et nous pouvons conclure que le vivre ensemble est une réalité dans notre arrondissement Yaoundé 2e. L'occasion faisant le larron, les jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 2 ont été invités à faire preuve de responsabilité au moment où des réseaux de fabrication, de vente et de consommation des drogues et autres stupéfiants tentent de défier l'autorité de l'État. En invitant tous les jeunes ici présents à demeurer pour ceux qui le sont et à revenir pour ceux qui se sont égarés du droit chemin, des modèles, des jeunes respectueux et travailleurs, ceux qui tournent le dos à la consommation, au trafic et à la commercialisation de drogues et autres substances psychotropes, ceux qui disent non au discours haineux et tribaux. Les habitants de Yaoundé 2, chacun à son niveau, doivent travailler à maintenir cet arrondissement debout. Les discours de haine, le tribalisme et le repli identitaire doivent être bannis à jamais. Au cœur de ces fléaux, une question qui préoccupe l'opinion nationale. Où est passée la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun? L'organe mis sur pied par le chef de l'État Paul Biya est quasi inexistant sur le terrain, alors qu'on observe une recrudescence des propos haineux et comportements tribaux. Pour venir à bout de ce phénomène, des politiques estiment que la charrue a été mise avant les bœufs. Jires Yopa, Urishingonomala. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est presque inexistante sur le terrain, alors qu'on observe la persistance des propos et comportements tribalistes tant sur les réseaux sociaux que sur les plateaux des médias traditionnels. Cet analyste politique regrette aussi la recrudescence des conflits intercommunautaires observés dans les régions du pays. À l'extrême nord du Cameroun, entre Arab-Choua et Mosgoum, ressortissant de l'ouest du pays et originaire du Mungwa Baré Bakem, et puis récemment encore, ressortissant du Noun et autochtone du sud à Sangmelima. Je dirais que c'est une commission qui ne sert pas à grand-chose. 4 ans ou bien 3 ou 4 ans qui sont là, on voit seulement le budget avec des milliards, avec de grosses voitures, les V8 et des VX et des trucs comme ça. Mais sur le terrain, on ne les sent pas du tout. On ne les sent, ils sont perdus. Pour venir à bout de ce phénomène, Nick Ngwanyam estime que le gouvernement a prescrit un médicament sans toutefois chercher les causes de la maladie et préconise d'autres solutions. Il y a un problème, on n'arrive pas à manger ensemble. Voilà le problème. On ne mange pas ensemble. Manger ensemble, c'est un gros mot philosophique qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire il n'y a pas un bon partage des ressources. Peut-être on peut aller à la télé et dire, mes frères, s'il vous plaît, attention, traitez les uns les autres avec de l'amour. On doit chercher à bien faire les choses. Et tant qu'on ne fait pas bien les choses, il y aura toujours des problèmes. Créé en janvier 2017 pour promouvoir la diversité culturelle dans la société camerounaise, les citoyens camerounais sont plutôt surpris de voir certains membres du gouvernement prendre les devants pour mettre fin à cette haine tribale, remettant en cause le rôle de cette commission au Cameroun. Des faits de société à présent, première escale à l'ouest du pays, fin de parcours pour un présumé trafiquant d'ossements humains à Bafoussam. L'homme âgé de 39 ans est tombé dans les filets des éléments du commissariat central de cette ville au bout d'une folle course-poursuite. Il avait à sa possession 70 os, fruits de profanation des tombes. Son complice court toujours. Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Coup de filet de la police à Bafoussam dans le cadre de la lutte contre le trafic d'ossements humains. Mis au courant de l'existence d'un réseau dans son territoire de compétence, le commissariat central de Bafoussam déploie aussitôt sa brigade anticriminalité. Nous avons mis sur pied un traquenard pour prendre les malfrats la main dans le sac. Nous avons organisé une opération de filature qui a commencé à Sokada, qui s'est prolongée au lycée technique Canada, qui s'est poursuivi au niveau des explosifs. Et après une longue course, nous avons pris un des malfrats au niveau de Fin-Goudron-Soc. En la possession de cet homme de 39 ans, 70 os qui ont été saisis. L'acolyte de ce présumé trafiquant d'ossements humains a réussi à fondre dans la nature, mais la police
se dit déterminé à lui mettre le grappin dessus. Un des complices est toujours en fuite et il est activement recherché. Nous n'allons ménager aucun effort pour pouvoir pourchasser, traquer les auteurs de ces actes criminels pour pouvoir les livrer à qui des droits. Cette activité pleine de mystères fait partie de celles qui donnent des insomnies aux forces de l'ordre dans la région de l'Ouest. Et du côté de Yaoundé, ce sont des faux agents d'Eneo mis aux arrêts. Le cible, les abonnés des compteurs prépayés. D'après la gendarmerie, ces présumés trafiquants s'introduisaient dans les domiciles de la victime sous prétexte d'être venus effectuer des vérifications pour commettre le sale besogne, dont des viols et vols. D'autres précisions avec Rodrigue Ngassi et Guizot. C'est un récit glaçant que livre cette victime des présumés faux agents d'Eneo que la première région de gendarmerie a présenté à la presse après leur interpellation à Yaoundé. Ils sont venus sonner. J'ai demandé qu'ils sonnent à la porte. Ils me disent les agents Eneo. Comme ils sont passés une semaine d'abord avant, je suis donc sortie. Ils me disent qu'ils veulent déplacer le poteau pour mettre de l'autre côté de la route. Je dis que ce n'est pas normal. Et entre-temps, ils ont dit qu'ils vont me supprimer la lumière pendant 2 jours. J'ai dit que ma mère n'est pas à la maison. Donc, qu'on doit d'abord attendre. S'étant introduits dans la concession, les présumés faux agents d'Eneo vont mettre en route leur stratagème. Il m'a dit qu'il veut la chaise pour filmer le compteur. Entre-temps, il parlait avec son frère, il s'écrivait au téléphone. Ils me disent qu'il veut le bic avec la feuille. Je monte dans la cuisine pour prendre la feuille. C'est là-bas que je me retourne, je vois déjà l'autre derrière moi. Je lui demande le pourquoi il espionne la maison, c'est toujours pour le compteur là. Il me répond que non, les grandes maisons comme ça, on vole la lumière, il y a 2 compteurs partout. Malgré la suspicion de la victime, ils vont parvenir à exécuter leur plan. Je vais prendre mon téléphone, son frère pousse une fois. Le téléphone, ça tombe sur la table. C'est en ce temps-là que celui qui était derrière moi, il a arrêté mon cou. Et l'autre qui était devant, il a arrêté ma bouche. J'ai commencé à crier, bandit, sauvez-moi, je vous ai fait quoi? C'est là-bas qu'ils m'ont mis par terre. Il a sorti le tournevis dans sa poche. Il m'a poignardé au nez. Dès qu'ils ont vu comment le sang a commencé à couler, franchement, ils sont partis. Si cette victime s'en est plutôt bien tirée, une autre moins chanceuse a été violée. C'est la récurrence de ces actes délictueux qui a déterminé la première région de gendarmerie à agir. Et c'est à travers son téléphone que nous avons pu les démanteler. C'est un démantèlement de faux agents Eneo qui sévissent dans la ville de Yaoundé et ses environs. Ils arnaquent les ménages. Les principales cibles, ce sont les ménages ayant des compteurs prépayés. Comme outil, ils utilisent leur téléphone, ils ont un code. Ils viennent, ils vous présentent le code, ils vont tout faire pour vous convaincre que vous avez une facture impayée. Il faut savoir le plus. Et ils vont vous convaincre à les payer et ne pas aller à l'agence Eneo pour les payer sur place. Pour tenter de justifier leur acte, les présumés faux agents d'Eneo mettent en avant des difficultés auxquelles ils étaient confrontés après leur licenciement. J'étais employé à AT. J'ai été licencié par la bagarre. Après, je suis parti sur Crédit pour une autre entreprise. Après, je suis rentré sur Crédit et on dit qu'on commence à faire la séance. Ils seront déférés devant le procureur de la République pour répondre de leur forfait. Et sur place à Douala, un incendie a réduit en cendres un atelier de menuiserie au quartier Cité de la Paix. Notamment l'incident s'est produit aux premières heures de ce jeudi 25 mai. Un court-circuit serait à l'origine des flammes. Claude Ekwa, Jires Yopa et Christine Babanda. C'est une foule impuissante et consternée qui regarde les dégâts de l'incendie ayant réduit en cendres un atelier de menuiserie. Sur les lieux de l'incident, plus rien, juste des décombres en feu où s'échappent d'épaisses fumées noires qui envahissent le ciel du quartier Cité de la Paix dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous avons été réveillés ce matin avec le bruit, les gens qui couraient par-ci par-là. On nous a dit qu'il y a un incendie et puis nous nous sommes dépêchés également pour arriver sur les lieux. J'ai constaté ce que vous voyez aussi là. Alertés, les soldats du feu, aidés des habitants, tentent leur va-tout pour limiter la propagation du feu. Malgré cette forte mobilisation des sapeurs-pompiers, les flammes vont avoir raison du bâtiment fait de matériaux provisoires.
C'est un atelier, un grand atelier de menuiserie et on ne sait pas d'où sont venues les flammes et on a seulement vu ça monter déjà, ça montait et puis comme c'était en bois, complètement en bois, c'est pour ça que vous voyez les résultats que vous voyez sur le terrain. Là. Dans la peur de se voir ruinés, certains propriétaires de boutiques voisines tentent de sauver leurs marchandises, jetées à la hâte, à même le sol. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie dévastateur. Autre actualité phare de ce jeudi, 60 ans après sa création, que reste-t-il de la vision du père fondateur de l'OUA, Kwame Nkrumah? Créé au lendemain des indépendances sous l'impulsion de ce panafricaniste, la première institution continentale africaine avait pour but de faciliter l'union et la solidarité entre les peuples africains. Aujourd'hui, l'objectif, d'après plusieurs experts des questions internationales, n'a pas été atteint du fait des divergences des leaders africains et des guerres qui ont suivi. Josiane Gorki Achille Kamga. Parmi les chefs d'État fondateurs de l'OUA en mai 1963, figuraient d'un côté les partisans du fédéralisme, menés par le président du Ghana, Kwame Nkrumah, et de l'autre côté, les tenants d'une Afrique des États, avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. C'est ce deuxième groupe qui va imposer sa vision et l'organisation de l'unité africaine deviendra un outil de coopération et non d'intégration véritable entre États africains. L'institution continentale avait pourtant pour but de faciliter l'union et la solidarité entre pays africains pour parachever la décolonisation et aussi se libérer de la ségrégation raciale. Mais, selon des historiens, les manœuvres des puissances étrangères, notamment coloniales, et les enjeux, mieux les désastres de la guerre froide, vont accentuer les divisions entre les membres de l'OUA. L'organisation ne parviendra pas à empêcher les conflits, ni à se défaire des régimes dictatoriaux. Finalement, en 1999, les 53 chefs d'État de l'OUA signeront la déclaration de Sirte pour lancer le projet de l'Union africaine et lui donner des objectifs que l'OUA n'a pas pu atteindre. Le renforcement de l'union politique et le développement socio-économique du continent, la promotion de la démocratie et des droits humains, l'intégration de l'Afrique sur la scène internationale. En 2002, l'Union africaine va remplacer l'Organisation de l'unité africaine. Et parlons justement de l'intégration sous-régionale, contrairement à l'Afrique de l'Ouest où le projet avance, en Afrique centrale, elle est toujours au point mort. Si le manque de volonté des politiques des dirigeants est criard, le peu d'engouement des populations est aussi à décrier. Élisée Borbaye et Cyril, reportage. On en parle de plus belle lurette, mais le projet n'avance pas. L'intégration sous-régionale en zone SEAC est au point zéro. Des experts pointent le manque de volonté politique des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les politiques doivent placer les véritables acteurs de l'intégration au centre du processus. Et ces acteurs, c'est qui? Ce sont les commerçants, ce sont les producteurs, ce sont les collectivités territoriales qui se trouvent dans les zones transfrontalières. Et ils doivent être pris en compte dans la définition des politiques, dans la mise en œuvre des politiques et même dans le suivi et l'évaluation des politiques. Si ces acteurs sociaux-là, qui sont en effet les véritables catalyseurs de l'intégration, ne sont pas considérés ou alors ne sont pas invités à la table de discussion du processus d'intégration, les lignes de bougeront. Nous pensons qu'il faut une véritable volonté politique. Selon cette analyse, les peuples eux-mêmes ont leur part de responsabilité. Ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'aller et venir librement dans la sous-région. Nous souhaitons et proposons qu'il y ait une éducation des peuples à l'intérêt de la nécessité de comprendre que être ensemble dans une communauté qui fera à peu près 200 millions d'habitants pourra créer un marché qui contribuera certainement au développement de notre sous-région. Et pour cela, il y a la culture d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre, de se déplacer dans la zone. Une réforme de la SEAC, adoptée en 2015, à l'issue de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en N'Djamena au Tchad, accorde une place de choix à l'intégration sous-régionale. Mais depuis lors, le projet stagne. La faute à la fois aux décideurs et aux populations.
C'est l'avis des experts ayant échangé sur la question à Yaoundé. Et dans l'escale internationale, malgré l'accord de trêve conclu le week-end entre les différentes parties impliquées dans le conflit au Soudan, les combats se poursuivent à Khartoum. Et au Tchad, Mahamat Idriss Déby gracie une soixantaine de personnes condamnées à la suite des manifestations du 20 octobre et 11 autres pour coup d'État manqué. Un apaisement d'après le régime de N'Djamena. Innocent Abega Xavier Foka. Mahamat Idriss Déby Itno a gracié hier mercredi une nouvelle vague de 67 personnes réprimées et condamnées pour avoir participé à une manifestation interdite le 20 octobre 2022. Dans le cadre d'une autre affaire, celle du coup d'État déjoué au mois de décembre, 11 personnes ont été graciées toujours hier mercredi. Leur libération s'inscrit dans le cadre de l'apaisement et de la réconciliation nationale, d'après le président de la transition, qui avait déjà gracié 380 rebelles. Pendant le mois de mai, 259 jeunes condamnés dans le cadre de la manifestation d'octobre 2022 ont également été graciés. Au Soudan, les combats ont repris mercredi dans la capitale Khartoum et ses environs, après 2 jours de calme selon les habitants. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans le centre, le sud et le nord de la capitale. Certaines sources indiquent qu'un avion de l'armée aurait été abattu au-dessus d'Omdurman et le pilote fait prisonnier. Des affrontements ont également continué dans plusieurs autres localités, malgré la trêve, telle que conclue par les belligérants en Arabie Saoudite durant le week-end. Selon les Nations Unies, en un mois de conflit, les combats ont fait plus de 700 000 déplacés internes depuis la mi-avril. L'actualité sportive à présent au football. Ils sont nombreux, ces footballeurs camerounais qui font briller le vert ou jaune sur la scène internationale. André Onana, Brian Mbeumo et Harold Moukoudi, pour ne citer que ceux-là, enregistrent de meilleures performances avec leurs clubs respectifs en championnat européen. Théophile Tchunko et Belmondo Joaka nous présentent ces joueurs qui font frémir les amateurs du football. En 2022-2023 se termine en beauté pour certains de nos compatriotes évoluant dans divers championnats professionnels européens et asiatiques. Mené après 3 minutes de jeu, l'Inter Milan d'André Onana a remporté grâce à un doublé de l'Argentin Lautaro Martinez sa 9e Coupe d'Italie, conservant ainsi son titre. Les Nerazzurri pour cette finale au Stadio Olimpico de Rome face à la Viola ont préféré laisser au repos sur le banc de touche leur gardien vedette André Onana. Simone Inzaghi préférant préserver l'ex-international camerounais pour la grande finale de l'UEFA Champions League prévue pour le 10 juin prochain à Istanbul face à l'équipe championne d'Angleterre, Manchester City. Le Camerounais qui aura alors l'occasion de remporter un 3e titre avec l'Inter en une saison après la Supercoupe et la Coupe d'Italie. Autre Camerounais qui se sera illustré cette semaine, c'est Harold Moukoudi. Grâce à sa solidité défensive incarnée par son colosse défenseur camerounais, l'AEK Athènes réalise cette saison le doublé Coupe Championnat. L'ex-sociétaire de l'AS Saint-Étienne pour sa première saison en Grèce aura largement contribué au succès de son équipe en finale face au PAOK Salonique, en inscrivant le premier but de cette finale à la 26e minute de jeu, portant ainsi son total but à 3 pour sa première saison en Grèce. Harold Moukoudi qui sera même désigné MVP à l'issue de cette finale. La première année du Lion indomptable en Grèce se conclut donc par 2 trophées, les premiers de sa carrière à 25 ans. Moukoudi, qui disait quelques jours plus tôt avoir les atouts nécessaires pour faire son comeback en sélection nationale, vient de donner une raison de plus à Rigobert, le manager sélectionneur des Lions, de faire de nouveau appel à lui. Autre Camerounais qui aura fait sensation le week-end dernier, c'est Brian Mbeumo. Passeur et double buteur contre Tottenham samedi dernier lors de la 37e journée de la Première Ligue en Angleterre, le Camerounais aura fait tout le job pour Brentford. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives cette saison, dans ce qu'on considère comme le plus grand championnat du monde,